transition à un an, la probabilité que la note change pendant sa période de validité, parce que la note elle est valable un an. Donc la probabilité que ça change. Et vous voyez, c'est self-explanatory. En bleu, c'est la probabilité que ça reste la même note. Et ensuite, la probabilité que ça change dans la même année. Voilà, donc je pense que je vais certainement m'arrêter là pour donner l'occasion aux autres de présenter et on en discutera en détail pendant les questions. Merci. Merci Monsieur Zézé pour cette présentation de la notation, sa méthodologie et évidemment les échelles de notation. Je voudrais inviter à présent Monsieur William Mills de AMBEST, qui est directeur de développement, à nous donner très rapidement une cartographie de la notation des assureurs au niveau mondial, à nous dire quel est l'accueil que la région EMEA réserve à la notation des assureurs et nous dire également la stratégie de son groupe pour attirer des assureurs et les noter. Monsieur le Président de la FANAF, Mesdames, Messieurs, bonjour. Veuillez excuser mes slides en anglais, je ferai l'intervention dans la langue de la FANAF. Quand même. Alors, quelques mots sur AMBEST, qui nous sommes. Nous sommes une agence globale de notation basée aux États-Unis. Mais nous ne faisons que les notations des assureurs et des réassureurs. Et nous faisons ça, nous faisons plus de notations d'assurance que toutes les autres agences globales combinées, comme vous le voyez. Et nous sommes autour du monde, nous avons des notations en 85 pays du monde. Et nous faisons des notations depuis depuis 100 ans. Ok, j'explique un tout petit peu l'utilisation des notations dans le monde des assureurs. Si on voit ce slide vous montre la pénétration en temps de société notée dans tel et tel marché, et vous voyez que ce n'est pas forcément ceux en Europe qui sont le plus notés. Alors vous voyez au Moyen-Orient, il y a beaucoup plus là-bas. Et je voudrais bien expliquer un peu ce que nous voyons comme pourquoi les assureurs se font noter. Si on voit, il y a un assureur avec 16 intervenants et il y a les clients personnels, les clients industriels, les réassureurs et les investisseurs s'ils émettent de la dette. Et si on vise un tout petit peu là-bas, si on voit d'abord avec les clients personnels, ça peut donner de la confiance aux clients de savoir quelle est la solidité financière de leur assureur, surtout dans la vie. Ça va avec dans les marchés développés et émergents aussi. Pour les clients industriels, j'avais cru que c'était surtout dans les marchés développés que les clients industriels, les grands corporates demandent toujours aux assurés d'être notés. Mais j'entends parler ici aussi que il y a aussi demande des grands groupes qui investissent maintenant dans l'Afrique. Ils veulent que leur assureur soit noté. Sinon, ils font une fronting et le prime et le risque repart quelque part d'autre qui, en vue de la demande de localisation, c'est bien dommage ça. Quant aux réassureurs, alors les réassureurs, comme on dit en mon co-panéliste après, ils ont toujours demandé des notations pour se profiler envers leurs clients, pour montrer leur solidité financière. Mais
Aussi, ils voudraient bien savoir comment est la solidité de leurs clients aussi. Et finalement, ça se voit plus dans les pays développés. Pour les investisseurs, si les assureurs émettent des dettes, c'est un peu moins le cas dans les pays émergents. Ok. Notre contribution marché stable, si on voit, nous ne faisons pas ça comme les autres agences de notation globale. Eux, ils font un plafond sur leur notation dans un tel ou tel pays par la notation souveraine. Mais la notation souveraine, c'est quelque chose d'autre. Ça mesure la capacité de la souveraine de payer ses dettes. Nous visons ça d'une autre méthodologie. Nous voulons évaluer le risque d'une assureur dans son pays. Alors, nous déterminons le risque pays, les facteurs propres à chaque pays, qui sont mesurés sur les risques économiques, politiques et du système financier. Alors, ce qui est bien différent, et nous ne faisons pas de plafond contre les risques souverains parce que nous ne nous en faisons pas, nous ne notons que les assureurs. Alors, ça se voit, nous avons 5 tranches, et vous voyez les pays où ils sont, et on voit un peu l'effet. Alors, ça est que les assureurs ont toujours la chance d'être au-dessus d'une notation souveraine d'une autre agence notable. Ce qui donne, je vais vous montrer dans le prochain slide, ce qui donne plus de granularité aux notations, ce qui, je crois, aide les consommateurs des notations. Alors, si vous voyez là, les notations en bleu foncé, ce sont celles de S&P, et les autres sont les nôtres. Vous voyez dans tel marché comme Nigeria, ça donne alors la granularité et que les assureurs peuvent dépasser alors les notations souveraines. Alors, quelques petites conclusions de cette partie. Nous voulons alors, nous croyons que les notations sont une bonne évaluation de la solidité financière. Ils aident aux consommateurs d'avoir confiance. Ils aident à l'évaluation de risques de contrepartie. Ils aident aux autorités de contrôle. Alors, cela mène à un environnement transparent des affaires, ce qui encourage la responsabilité corporelle, sont aussi une source indépendante des informations et cela mène au marché des assurances plus solide. Alors, pour terminer, quelques petits exposés. Nous ne faisons pas les notations que sur les assurances, comme je vous ai dit, mais nous visons là-bas, dans la région Ménia, nous avons à peu près une 50aine de notations. Alors, je vous donne un aperçu là-dessus de leur police d'investissement. Alors, stratégie d'investissement. Alors, c'est plutôt, ils ont déplacé, à part le temps, les assurances ont déplacé des actions favorables des espèces et la stratégie basée sur l'immobilier revient un peu moins risquée qu'il y avait 10 ans. Si on revoit un peu l'histoire, la stratégie basée sur les émissions a le meilleur rendement, mais l'immobilier a souffert pendant la crise. Mais nous comprenons bien aussi que peu de pays dans les marchés émergents ont des marchés d'émissions suffisants pour les besoins des assureurs. J'étais fort intéressé de l'intervention d'hier à ce sujet. Et vous voyez là-bas, oui, c'est la stratégie basée sur les émissions qui est meilleure, mais ce n'est pas toujours facile à trouver. Finissons
Je vous donne quelques exposés, notre pensée sur le change de risque que nous demandons pour avoir la capitale à couvrir ça pour les classes d'investissement. Pour les émissions, nous suivons la notation des agences globales, notation alors 0,2 alors c'est de AA jusqu'à 10% d'une notation B. Les actions 15% du montant, on devra avoir la capitale pour couvrir ça. Et l'immobilier se divise, si c'est occupé par le propriétaire, 10%, 20% c'est pour l'investissement. Et finissons que nous avons aussi, pour refléter la volatilité et la liquidité dans les pays émergents, nous avons aussi des classements des pays des investissements par pays qui pourraient aussi ces taux jusqu'à 50% de chaque, alors de 10% à 50%. Merci. Merci à M. Mills pour cette présentation, dont nous retiendrons que même en l'absence de réglementation, la notation devient une demande du marché. Les groupes internationaux souhaitent que leurs compagnies d'assurance soient notées. Les réassureurs aiment que leurs compagnies d'assurance clientes soient notées. Donc il y a quand même un intérêt. Et aussi le régulateur est rassuré du fait que les compagnies d'assurance sont notées. Ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important que nous pouvons retenir de sa présentation. Et encore une fois, la question de la confiance avec la notation, la minimisation du risque de contrepartie, c'est les avantages, en tout cas, qu'on peut retenir aujourd'hui de la notation des compagnies d'assurance et de réassurance. Nous avons un exemple, Africaré, qui est noté, représenté par M. Mohamed Larbi, le directeur régional d'Africaré basé à Casablanca, qui va nous parler de l'expérience d'Africaré en matière de notation et aussi nous dire quelle place la notation, selon lui, doit avoir dans la vision de développement des compagnies de réassurance et d'assurance. Monsieur Larbi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans mon intervention, je vais me limiter à aborder, mais de façon très sommaire, en fait, le cas de l'activité de la réassurance, et plus particulièrement la réassurance en Afrique, que j'illustrerai à l'occasion par l'expérience de l'Africaré, et dont j'ai l'honneur aujourd'hui de représenter en ma qualité de directeur régional de Casablanca. Alors, en quelques chiffres et en quelques mots, l'Africaré est aujourd'hui le premier réassureur du continent africain. Il est également le premier réassureur à la fois de marché africain et de Moyen-Orient en termes de notation, puisqu'aujourd'hui nous disposons de 2 ratings qui sont très honorables, à savoir celui de AM Best qui est A et celui de Standard & Poor's qui est également de A à moins plus exactement. Alors Africaré, pourquoi je voulais parler d'Africaré? Pour la simple raison que c'est un exemple qui est intéressant du fait que tout d'abord c'est une société qui est très ancrée au niveau africain, puisqu'elle est représentée par 7 bureaux régionaux dans toutes les régions de l'Afrique, donc de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest, mais également c'est un exemple de diversification, non seulement de la diversification de son activité, mais également de la diversification aujourd'hui de son actionnariat. Vous trouvez rarement une société de réassurance dans la région, ou même dans les marchés émergents, où aujourd'hui vous avez à peu près 157 actionnaires. Et quand vous regardez les actionnaires, vous allez trouver que le 1/3, c'est les États africains, à côté de la Banque africaine de développement, et vous avez à peu près 110 compagnies d'assurance. Et en plus de cela, vous avez également des opérateurs
non des moindres, qui sont des opérateurs d'envergure mondiale, qui sont à la fois des opérateurs européens, nord-américains et même de la région de l'Amérique latine, pour ne pas les citer. Alors, en quelques chiffres, aujourd'hui, l'Africa Ray a des fonds propres qui avoisinent les 800 millions de dollars et un chiffre d'affaires qui dépasse et qui dépasserait 700 millions de dollars, avec l'ambition dans les prochaines années d'atteindre le niveau de 1 milliard. Au niveau de rating, je me permets juste de vous rappeler que c'est un processus que l'Africa Ray a commencé il y a une quinzaine d'années, donc plus exactement en 2002, un processus qui a été senti malgré le bon positionnement de l'Africa Ray sur l'accès des marchés, mais il a anticipé, à savoir que le métier de la réassurance est un métier qui est par vocation internationale, et donc il est nécessaire que de disposer d'un rating. C'est un processus qui a commencé en 2002, et aujourd'hui, après 15 ans, on peut très très bien constater les bienfaits de ce processus que je reviendrai tout à l'heure. Mesdames et messieurs, d'une manière générale, pour ne pas parler que de l'Africa Ray, d'extrapoler sur le thème qui nous interpelle, quelle place pour les agences de notation au niveau des compagnies d'assurance et de réassurance, force est de constater que jusqu'à aujourd'hui, les initiatives qui ont été menées sont essentiellement faites par les réassureurs régionaux. Il est clair que ces initiatives sont faites d'abord par le besoin de disposer aussi d'une autorité, et deuxièmement d'accéder à des marchés, et pour satisfaire aussi des clients qui deviennent de plus en plus exigeants, puisque les compagnies d'assurance, travailler avec un réassureur qui dispose d'un bon rating est également un label de confiance et un label de marque. Pour répondre plus exactement, quelle place pour la notation? On dirait que la notation aujourd'hui, elle est nécessaire. Elle est indispensable. Bien sûr, elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire et indispensable. Et à notre avis, c'est une réalité inéluctable. Le métier de la réassurance est un métier international. Je pense que cette question ne peut trouver de sincères réponses que dans un cadre, que dans sa vocation internationale. Alors pour l'Africa Ray, l'exemple de l'Africa Ray, mais bien d'autres aussi, cette notation a permis de développer le chiffre d'affaires de façon très intéressante. D'abord au niveau, on constate que depuis 2002, la date où on avait lancé le rating, et aujourd'hui, notre chiffre d'affaires a été multiplié par 5 fois. Ça, c'est au niveau de la croissance. Deuxièmement, nous avons eu également des investisseurs et la croissance et la diversification de notre capital. Ça veut dire que le rating finit par attirer également des investisseurs pour financer de la croissance et bien entendu donc de croître le chiffre d'affaires et ainsi de suite. L'élément aussi le plus important, c'est l'impact sur l'amélioration de la performance en interne. Aujourd'hui, nous avons une performance interne qui est beaucoup meilleure en matière de tarification des risques, au niveau de la cotation des contrats, au niveau donc on est leader dans pas mal de marchés, et puis j'ajouterai que le dispositif ERM, Enterprise Risk Management, est aujourd'hui au cœur de la gestion des risques au niveau de l'Africa Ray, et bien entendu un élément de confiance, de transparence pour les actionnaires et également pour les fournisseurs. Pour ce qui est d'une manière générale sur la question pour les autres réassureurs de la place, on peut dire que la plupart des réassureurs font des efforts, mais parfois se trouvent confrontés à des problèmes soit de souveraineté nationale, de rating national, etc., soit parfois par la volatilité de leur portefeuille, puisqu'ils sont adossés à des marchés limités, ils ont moins de diversification. Je me permets d'apporter quelques recommandations, si vous permettez, bien que je n'ai pas la prétention de dire ce que peut-être peut être contesté. Mais en fait, nous pensons qu'aujourd'hui, la réassurance régionale, plus exactement africaine, doit être quelque part s'adapter et aller chercher cette excellence de rating, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que aujourd'hui, on trouve des difficultés à accéder à des ratings intéressants,
mais parce que peut-être il faudrait des changements importants. Alors nous pensons par exemple à ce que le modèle opérationnel aujourd'hui de la plupart des réassureurs doit être un peu plus diversifié, qui doit représenter plus de diversification au niveau de l'actionnaire. Nous pensons également que sur la représentation des affaires, il doit y avoir plus de diversification. Donc là, nous pensons, comme ça a été au niveau de l'Europe et de l'Amérique, à ce que dans les années à venir, des opérations de fusion, d'acquisition, donc de croissance, seraient intéressantes à ce niveau-là. Et puis j'ajouterais qu'au niveau des autorités de tutelle, ils doivent favoriser un peu aussi la libéralisation de placement et de la gestion des actifs. Parce que la plupart des autorités aujourd'hui imposent à ce que tous les actifs des sociétés de réassurance, notamment les sociétés de réassurance nationales, soient en grande partie localisés localement, ce qui n'aide pas toujours à accéder à des notations intéressantes. Et on peut dire même que les autorités de tutelle aujourd'hui, par exemple le cas du Maroc, ils ont introduit récemment l'obligation pour les réassureurs locaux à ce que leurs rétrocessionnaires soient de qualité A. S'ils sont moindres, ben, ils doivent provisionner. Donc on peut dire que, en conclusion, le processus de rating est un processus aujourd'hui inéluctable. On ne peut que s'adapter. Et nous pensons que nos compagnies africaines aujourd'hui sont bien positionnées et nous devons aller dans ce sens-là. Alors, enfin, pour conclure, mesdames et messieurs, nous prêchons donc tout cela. L'objectif n'est pas le rating, mais c'est pour avoir une réassurance africaine très forte. L'Africaré, pour sa part, est une société qui est née africaine, elle est toujours africaine, et il ouvrira tout pour rester africain. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Merci, Monsieur Larbi, pour cette présentation d'Africaré et également de votre vision du développement de la réassurance en Afrique. Je voudrais, avant d'ouvrir les questions à la salle pour pouvoir recueillir vos préoccupations éventuelles ou votre lecture de la notation, faire un tour entre les panélistes sur les deux dimensions de la notation. D'abord, la première, qui est la dimension investissement, les assureurs devant utiliser la notation pour faire leur placement sur le marché. Il faut dire qu'il y a quelques années, nous avions mis beaucoup d'espoir dans ça, parce que nous avions pensé qu'à un moment donné, le coût des garanties étant très élevé pour les émetteurs, sur notre marché particulièrement, il fallait réduire ce coût-là en introduisant la notation et en faisant en sorte aussi que les assureurs puissent avoir une opinion indépendante pour fonder leur stratégie d'investissement. On n'a pas vu beaucoup d'emprunts notés sur notre marché. Monsieur Zézé, qui est, je dirais, l'une des agences de notation agréées sur le marché de notre union, quelle est sa lecture et qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il croit qu'il faut faire quelque chose de particulier pour que nous ayons plus d'emprunts notés? Parce que même si nous poursuivons nos discussions avec la CIMA aujourd'hui de manière à assouplir les règles d'allocation pour les compagnies d'assurance en introduisant dans une certaine mesure la notation comme critère de choix des instruments de placement, il faut qu'en face, il y ait plus d'emprunts notés pour que les compagnies d'assurance aient l'opportunité d'une certaine diversification de leur placement sur les différents instruments de dette. Monsieur Zézé. Merci, Monsieur Amenouvé. Je pense qu'en réalité, le fait que la notation aujourd'hui soit obligatoire sur le marché de l'emprunt a permis quand même de réduire de façon significative le coût de l'emprunt. Ceci dit, pourquoi nous n'avons pas beaucoup d'emprunteurs ou beaucoup d'émissions? Il me semble que le problème si vous voulez, du temps que ça met pour obtenir un visa pour émettre est tellement long que finalement beaucoup d'émetteurs préfèrent se tourner vers les banques.
alors que le marché offre beaucoup plus d'opportunités en termes de maturité déjà, parce qu'il n'y a pas de limite de maturité sur le marché. Donc il va falloir juste convaincre les investisseurs de la capacité de faire face aux obligations financières à long terme, ce qui est déjà établi par la notation financière. Il s'agit là peut-être d'agir un peu sur le processus même d'obtention du visa, pour moi, qui va certainement accélérer les émissions. Si les émetteurs se rendent compte qu'il est plus rapide de mettre et d'obtenir des fonds sur le marché qu'auprès d'une banque, je suis sûr que les avantages qui sont ceux du marché vont certainement motiver plus de gens. Voilà. Alors, pour revenir à la dimension développement, nous avons écouté M. Larbi, M. Mills aussi sur l'importance de la notation pour les compagnies d'assurance et les compagnies de réassurance. Aujourd'hui, cela semble être un besoin que le marché exprime pour que les assureurs les compagnies d'assurance soient notées. Pensez-vous qu'il faut réglementer ça? Pensez-vous qu'on a besoin d'avoir une exigence particulière allant dans ce sens-là pour encourager plus de compagnies d'assurance à se faire noter très rapidement? Merci, monsieur. De notre partie, on est assez agnostique à ça. Il y a peu de pays du monde où on fasse faire les assureurs se faire noter. Je pense seulement à la Nouvelle-Zélande et au Mexique, je crois. Mais ok, qu'est-ce que c'est une notation? C'est une opinion. Alors plutôt c'est le marché de demander ça, plutôt que les exigences mais ça peut aider aux autorités de contrôle aussi. C'est plutôt leur choix. Je pense que ce qu'ANBF vient de dire est certainement plutôt valable pour des marchés sophistiqués. Nous sommes sur un marché où l'aspect culturel est très important. Et nous savons que quand ce n'est pas obligatoire, généralement, ça intéresse très peu de gens. Je pense que on l'a suivi pendant ces 2 jours où il y avait beaucoup de demandes d'exigence d'une obligation pour certains produits d'assurance, parce que c'est nécessaire d'avoir ces protections-là. Mais quand ce n'est pas obligatoire, je crois que dans notre culture, généralement, les gens sont dans une optique où si je ne suis pas obligé de le faire, je ne le ferai pas. Quand tu auras un sinistre, écoutez, je trouverai le moyen de régler ça. Pour moi, le fait qu'on ait rendu obligatoire la notation financière pour les émetteurs a vraiment, si vous voulez, boosté la transparence et aussi développer cet outil qui est extraordinaire et qui permet justement de réduire cette asymétrie d'information qui existe entre les pourvoyeurs de capitaux et les demandeurs de capitaux, et permet également d'établir cette confiance-là qui est nécessaire pour le développement des capitaux. Donc, je crois que pour les assureurs, à mon avis, ce ne serait pas une mauvaise chose de considérer, vu l'environnement culturel dans lequel nous vivons, de penser à certainement réglementer ça. 2 visions un peu différentes de la question. On peut maintenant laisser la parole à la salle pour que ceux qui souhaiteraient poser des questions ou s'exprimer sur le sujet puissent le faire. Je crois que nous avons encore 15 minutes. Voilà. Oui. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question très simple, très courte et qui me paraît légitime. Est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir des agences de notation pour les agences de notation? Avec l'expérience qu'on a vécue avec la crise de 2008 et le manque de fiabilité de certaines agences de notation, est-ce qu'il y a déjà des agences de notation financière pour vous en tant qu'agence de notation? Merci. Oui, bon, on répond en même temps, on prend une série, peut-être. Bon, on peut répondre en même temps. Merci. On n'a pas beaucoup de temps. On va répondre à chaque question pour gagner du temps. Alors, moi, je dirais simplement que c'est une question pertinente. Et à la sortie de la crise, les régulateurs ont joué un rôle. Les agences, je l'avais dit, étaient dans une situation oligopolistique avec des barrières à l'entrée qui étaient très, très importantes. Les régulateurs ont essayé de réguler les agences
en mettant en place un cahier des charges à remplir et en mettant à leur charge des obligations de reporting pour pouvoir suivre leurs activités. C'est une forme un peu aussi d'agence qui note les agences. Donc une régulation pas trop contraignante, mais rassurante pour ceux qui se font noter. Et je pense que c'est un peu la même chose que nous avons au niveau de notre union. Les agents de notation sont enregistrés auprès du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers qui surveillent leur activité. Et je pense que c'est extrêmement important. Je ne sais pas si M. Zézé veut. Ouais, je crois que c'est vrai qu'évidemment, il faut encadrer les agences comme il faut encadrer toutes sortes de métiers. Mais le fait d'être agréé, évidemment, c'est un encadrement qui rassure parce que les règles d'encadrement sont très rigides. Hein. Il me semble même que sur notre marché, sont beaucoup plus rigides qu'ailleurs. Mais ceci dit, c'est important aussi de comprendre ce qui s'est vraiment passé dans la crise des subprimes. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations de non-connaisseurs, hein, parce que c'est très important, de non-connaisseurs, qui tirent des conclusions. Hein. Les agents de notation financière ne donnent pas sciemment des notes bonnes à des produits pas bons. Non. Il y a des concours de circonstances. Hein. Vous donnez une note, elle n'est pas gravée dans le marbre, elle est dynamique, naturellement, mais il y a des impacts, il y a des éléments extérieurs et intérieurs, donc exogènes et endogènes, qui impactent cette note-là. Donc évidemment, vous pouvez dire qu'une entité est 3A aujourd'hui. Si c'est un hôtel qui est au bord de la mer, vous ne pouvez pas anticiper un tsunami. Un tsunami se produit le lendemain, elle est détruite complètement, évidemment, elle n'est plus 3A. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a eu l'effet granulaire également. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont très importantes à comprendre avant de tirer des conclusions sur l'agissement des agents de notation financière. Mais je peux vous rassurer que, justement à cause de la crise des subprimes et la réglementation de l'UOMOA, d'ailleurs, qui est sortie après la crise des subprimes, a pris tout ça en considération et mis en place un système d'encadrage qui est très rigide. J'ai un micro. Allô, oui. J'ai une autre question, oui. Ici. Une question par ici. Voilà, il y a une question. Allô, oui. Je me présente avant d'intervenir. Je suis M. Kambou Justice de Sonar IARD Burkina. Alors, la Sonar IARD s'est soumise volontairement à la notation financière depuis 2009. Et notre dernière note est la note A avec perspective positive par Global Credit Rating qui est basé à Johannesburg. Je voulais d'abord faire un témoignage pour dire l'intérêt des sociétés d'assurance de se faire noter. Parce qu'effectivement, depuis notre notation, on a senti en tout cas la confiance des partenaires internationaux. On a senti aussi l'impact sur le chiffre d'affaires. La Sonar est demeurée aujourd'hui leader du marché sur plus d'une décennie, malgré le nombre croissant de sociétés au niveau de la place du marché de Burkina. Ce que je voulais dire, c'est que à partir de notre programme de réassurance 2017, nous avons en tout cas un privilège par rapport aux sociétés de réassurance qui sont notées. Donc c'est pour dire que autant les sociétés de réassurance peuvent exiger que les sociétés d'assurance soient notées, autant nous en tout cas nous sommes dans cette dynamique. Et nous avons privilégié les sociétés de réassurance notées dans notre programme de réassurance 2017. Alors, nous souhaitons faire noter notre filiale Sonavi. Et ma question, c'est est-ce que deux sociétés d'assurance, par exemple la Sonar IARD à la note A, est-ce que si sa filiale vit à la note A, compte tenu de la spécificité de l'assurance vie, est-ce que ce sera la même perception, les investisseurs auront la même perception, le même degré de confiance entre une société d'assurance vie et une société d'assurance dommage qui ont la même note. Donc ça, c'est ma question. Maintenant, par rapport à la réglementation, l'obligation d'obliger les sociétés de réassurance ou d'assurance à se faire noter, moi je pense qu'on a parlé ce matin, depuis hier, qu'il y a trop de réglementation. Et je pense que c'est bon, dans un premier temps, de laisser le marché se décanter. Comme nous, par exemple, j'ai pris l'exemple de la Sonar, à partir de 2017, nous avons une préférence par rapport aux sociétés de réassurance qui sont notées. Donc je pense que si on laisse le marché s'organiser, la réglementation pourra venir après. Merci.
Juste sur la question, M. Mills, vous pouvez répondre. Ok. Difficile. Ah, ok, oubliez parce que je vous laisse. C'était exactement quoi la question? Je n'ai pas beaucoup compris. Voilà. Ouais, je pense qu'en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que les notes représentent un profil. Donc évidemment, si vous êtes à moins, vous rentrez dans un certain profil. Une autre société qui est complètement différente de vous rentre aussi dans le profil, même si vous n'êtes pas du même secteur d'activité ou il y a une différenciation dans le secteur d'activité. Ceci dit, les notes sont attribuées et derrière les notes, vous avez un rapport détaillé justement qui va donner les spécificités de chacune de ces structures-là dans le profil qui est établi dans la note. Donc c'est exactement, l'investisseur verra un A- comme un A- de toute façon. Et s'il veut rentrer dans les détails, il prendra le rapport, va lire et va voir les détails du profil d'un A- particulier. Je dis quelques mots là-dessus. Nos notations sont globales, alors si c'est un A-, c'est un A-. Nous avons la même méthodologie. C'est un A- en Amérique, en Afrique, en Asie. Alors ça permet aux consommateurs de pouvoir bien comparer les notations. Bien sûr, nous avons une méthodologie un tout petit différente pour les sociétés IA, pour vie. Il faut regarder d'autres choses, mais c'est tout à fait comparable. On peut prendre une dernière question par ici. question ou deux dernières. Par ici, une question, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. Une question, s'il vous plaît. Oui. Oui, j'avais une petite question là, s'il vous plaît. Oui, Pape Cissé, donc Sénégal, Observatoire de la qualité des services financiers. Ma société, Marine Consultant, est installée à Marseille. C'est une société de gestion, de conseil et de recours qui intervient en matière de transport de marchandises et qui travaille sur une base no cure, no pay. Alors, j'ai un exemple qui me semble intéressant, un témoignage suite à l'excellent exposé qu'a fait le représentant d'Africaré. L'année dernière, il y a eu à bord d'un navire de la compagnie Maersk, qui s'appelle Maersk Séoul, un événement important, explosion d'un container qui a communiqué un incendie et qui a justifié une opération de sauvetage d'assistance. Procédure d'avarie commune et en même temps procédure de l'assistant qui a demandé bien sûr une indemnité. Il a été réclamé aux intérêts marchandises une contribution pour les deux situations qui dépassait la moitié de la valeur de la marchandise. Ma société représentait une compagnie d'assurance ivoirienne qui avait à peu près 800 millions de francs CFA d'intérêt sur un certain nombre de containers. Elle a donné sa garantie, mais cette garantie a été refusée pour une question de rating. Nous sommes dans le problème. Elle a été refusée à la fois par l'armateur, c'est-à-dire par l'avarie commune, et par l'assistant.